Alors, c'est notre 30e webinaire et on a la chance d'avoir Jocelyne Dahan avec nous, qui est non seulement une grande, grande, grande et infatigable, si, ambassadrice de la médiation, mais pas que ambassadrice de la médiation. Je sais qu'il y a des ambassadeurs de la médiation au CNM, et toi, on pourrait dire que tu es une des toutes premières ambassadrices de la médiation, et plus particulièrement de la médiation familiale Mhm. et même une pionnière, et on voulait faire un petit bilan avec toi sur ces 40 ans de médiation. On a dit 40 parce que ça s'arrondit, mais ça fait quand même à peu près 40 ans, voire plus, de médiation familiale, et 20 ans à peu près qu'il y a ce fameux diplôme d'État de médiation familiale. Mais depuis les années 80, beaucoup de choses se sont passées. Alors avant de commencer ce webinaire, sachant que vous êtes plus de 100 inscrits, je vous propose dans le chat ou dans le fil de discussion, comme à l'habitude, peut-être qu'il y en a qui sont à Toulouse, et je crois savoir que beaucoup de personnes t'ont dit qu'ils allaient te regarder, notamment des grandes personnes qu'on a eu le plaisir déjà d'avoir, est-ce que je peux le dire, comme Oui. Marianne Souquet, Bonsoir Marianne. et peut-être d'autres encore. Donc, n'hésitez pas à indiquer dans le chat, dans le fil de discussion, d'où vous nous regardez. Et ensuite, vous pourrez, comme d'habitude, il y a la Suisse, très bien, vous pourrez, comme d'habitude, bonsoir Camille, vous pourrez, comme d'habitude, poser vos questions dans Q et R. Là, il y aura à peu près 1 heure de conférence de Jocelyne. Et puis, donc là, on a la Bretagne, on a la Réunion. Je pense qu'on va, comme à notre habitude, faire un peu toute la France, l'Europe et puis le monde Luxembourg. entier, le Luxembourg, voilà. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Donc, bonsoir à tout le monde. Et soit, on verra en fonction un petit peu des questions que vous allez poser, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Donc, soit j'interromprai Jocelyne parce il me semble que là, c'est vraiment le moment de poser la question, soit on attendra la dernière demi-heure pour pouvoir poser la question, puisque ce sera de 18h30 à 20h. Et ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, bah, bien évidemment, comme il est enregistré, vous pourrez regarder ce que vous aurez manqué. Et si vous regardez pendant 1h30 le webinaire est en direct, vous pourrez nous demander une attestation de formation comme d'habitude. Voilà, ça peut compter aussi pour les formations à la médiation. Alors, ce webinaire, il se situe au niveau temporel après celui qu'on avait fait avec Jacques Salzer, qui était en janvier 2023, que tu connais. Bien sûr. On avait fait un premier bilan au moment de la création du CNM, Conseil national de la médiation. Et puis il y a une semaine, il arrive juste une semaine après le colloque à la Cour d'appel sur la médiation familiale dans tous ses états. Et ce webinaire, il précède un colloque que tu organises avec Monique Sassier et Jacques Fagé, 20 ans après, où va la médiation familiale, colloque qui aura lieu le 21 novembre. C'est bien ça. Et ce colloque précède le dernier webinaire du CEMA qui aura lieu le 4 décembre prochain et nous aurons Jacques Fagé dans 40 ans de médiation, Success Story ou Désenchantement. Et ce sera Bertrand Delcourt notre président, qui va l'animer. Jacques Fagé, que tu connais très bien. Je connais très bien, oui. D'ailleurs, pour préparer ce webinaire, tu m'as envoyé un article de Jacques Fagé sur le diplôme d'État de médiation familiale. Et je me suis également inspirée de la revue des médiations, avec notamment l'article de Jean-Pierre Bonafé-Schmitt. Alors, par rapport à ces grands noms que sont Jacques Fagé, Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, qui sont des références, toi, tu as une particularité, c'est que, bien évidemment, tu formes à la médiation Mhm. familiale, mais tu es également une médiatrice à part entière, et tu as même, chose très rare, passé le diplôme d'État en VAE. Oui, comme tout le monde.
comme tout le monde. Voilà. Il y a beaucoup de pionniers qui sont dispensés puisqu'ils faisaient partie des examinateurs, mais toi, non, Non, tu l'as non. passé. Et ça dénote un état d'esprit que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que tu rejoins la médiation au sens humaniste du terme, c'est-à-dire que tu incarnes ce que tu prônes. L'espace de médiation, c'est un espace où tout le monde est à peu près à égalité, donc toi, tu Mhm. considères que bah, tu vas faire comme tout le monde, même si tout le monde se réfère à toi. Mais tu considères pas que tu as un privilège. Non. Mais pourtant, cette question du privilège, elle est importante. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de médiateurs familiaux qui nous regardent, et c'est une des grandes questions sur la médiation familiale. Il y en aura plusieurs, et je vais en poser trois majeures autour de trois paradoxes. Mais ce qui caractérise la médiation familiale, c'est que jusque-là, et je vais reprendre un petit peu un historique rapide que toi tu vas reprendre aussi, mais à ta manière, donc moi je vais prendre des choses un peu plus neutres, mais je sais qu'aujourd'hui tu vas pouvoir nous dire, et c'est ce que j'apprécie, les choses de manière franche. Ça n'est que ton point de vue, mais c'est pleinement ton point de vue. Mhm. Et ce n'est pas n'importe quel point de vue. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de langue de bois. Non. Donc ça, c'est une grande chance. Donc si je reprends un petit peu l'historique, pour arriver à cette notion de privilège ou pas, j'aurais bien aimé réintituler le webinaire de l'utopie au désenchantement, voire au réenchantement. C'est-à-dire qu'au début, donc j'ai dit 40 ans, on commence dans les années 80 avec des médiateurs pionniers comme toi. Ton nom d'ailleurs, il est systématiquement évoqué lorsqu'on parle des débuts de la médiation et plus particulièrement de la médiation familiale, avec des médiateurs pionniers qui sont innovants, qui sont militants et qui sont pour la plupart issus du travail social. Je ne sais pas d'où toi tu étais issue, Jocelyne, à cette Moi, époque-là. je suis hybride, comme les voitures modernes. C'est-à-dire que j'ai un cursus universitaire et un cursus pratique. C'est-à-dire que je suis allée voir, j'ai fait de la sociologie avant de faire de la psycho, je suis allée voir ce qu'était le travail social. Donc, j'ai passé des VAE très, très tôt. J'avais une maîtrise, donc j'ai fait 1 an pour avoir le diplôme d'éducateur. Je l'ai fait quelques mois, c'était pas mon métier. Moi, je voulais un travail qui prenait la famille en globalité. Puis je suis allée, j'ai repassé une VAE 1 année avec le diplôme d'assistante sociale. C'était pas non plus, c'était la grande époque du travail communautaire, où on créait des projets, mais c'était pas non plus ce que je souhaitais. Et je me suis tournée plus vers la formation à la thérapie, etc. Et en 87, j'ai assisté à une conférence sur la médiation familiale et ce métier ne m'a plus lâché. Hmm. Et Voilà. ce que tu me disais en préparant ce webinaire, c'est qu'à l'époque, ces pionniers, Jacques Fagé parle de contre-culture, Jean-Pierre Bonafé-Schmitt parle de militantisme. Vous souhaitiez à l'époque pouvoir créer une société du dialogue, une Mm. société où la médiation ne soit pas juste accessoire, qu'elle soit au cœur de l'organisation sociale. C'est ça. C'est-à-dire que on rentre, on commence à rentrer et à voir, on reprendra l'histoire parce que pour moi ce soir, mon intervention, c'est un passage de témoin. J'ai eu la chance d'accompagner la création de ce métier. Je ne suis pas la seule, hein. Il y en a beaucoup et il y en a beaucoup dans la salle que je ne vois pas qui se sont aussi soumis comme moi à la VAE. Ceux qui ne l'ont pas été, il y a des grands noms. Je ne peux pas faire l'impasse et ne pas citer Annie Babu, qui a vraiment impulsé. Elle n'a pas souhaité le faire pour les raisons qui lui appartiennent. Mais ce sont des professionnels qui nous ont beaucoup apporté, qui nous ont mis des petits cailloux sur le chemin. Ce que nous souhaitions, on verra tout à l'heure sur, ou alors je démarre sur l'histoire. Pas tout de suite, si c'est possible. Euh, Juste que tu me confirmes que c'était bien ça. à la C'était. fois, moi je dirais, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Bonafé-Schmitt et beaucoup avec Jacques Fagé, puisqu'ils ont fait partie de ma trajectoire professionnelle, je dirais un militantisme, ça c'est évident. Et j'ai écrit plusieurs articles, dont un qui s'appelle Du militantisme à la professionnalisation. Ce sont des militants, et on verra tout à l'heure qui ils étaient. Ce ne sont pas que des professionnels, et qui ont progressivement apporté un changement de paradigme. Simplement pour qu'on se resitue, c'est la médiation familiale à 36 ans, pas encore 40. Hmm. Il mettra 4 bougies bientôt. Euh, à ce moment-là, dans les années 87, on est
quelques années après toute l'évolution de notre société, des rôles hommes-femmes, etc. On verra si on reprend des travaux comme Christine Castellin-Meunier, etc., Anna Touraine, tous ces gens qui ont travaillé sur les changements, nous sommes là-dedans. Donc, Jean-Pierre Bonafé-Schmitt et Jacques Fagé, qui sont vraiment deux compagnons de route pour moi, ont tous les deux une culture commune. Ils ont tous les deux été avocats. Ce sont ces avocats, aujourd'hui il y a un mouvement sur les avocats de la paix, eux ont été avocats d'une autre manière d'ouvrir le droit et de le rendre accessible à tous. C'est Hum. notamment ces valeurs-là qui se retrouvent dans la médiation familiale telle que nous la voulions. Une société plus juste, plus accessible, accessible à tous et progressivement avec des idées qui ont pénétré, je pense. C'est pas un désenchantement pour moi. Je crois qu'il y a Pas encore. Au début, j'ai c'était un peu une pas utopie. encore, mais Pas on verra. encore, dans les années 80. C'était une utopie et donc les avocats pouvaient être des compagnons de route. Oui. Puis après, Ils peuvent toujours l'être. On oui, verra. bien sûr, Ils devraient toujours on va l'être. voir, on va On voir. va voir. Et donc après, il y a eu les années 90 avec deux associations majeures, Oui. la PMF et la FENAMEF. Et là, on est arrivé aux fondamentaux éthiques et déontologiques qui ont été posés de la profession. Alors, je dis Alors, profession, du métier de médiateur familial. la PMF, c'est 1988. Oui, Et je dirais, l'histoire cachée de la médiation familiale, elle a une histoire. Elle s'est construite sur un conflit. Et elle s'est construite sur un conflit de pouvoir sur deux entités professionnelles. Les premiers élus étaient des coprésidentes. Or, on sait bien que l'histoire bicéphale, c'est toujours compliqué. Et sauf donc, à ça. il y avait une professionnelle du champ social, qui était assistante sociale, et l'autre qui était magistrate. Et on a élu les deux. Et très vite, il y en a une qui a évincé l'autre. Mais l'année suivante, celle qui a évincé l'autre a été évincée, etc. Donc, ce que l'on ne raconte jamais dans l'histoire de la médiation familiale et que on ne transmet pas aux médiateurs, c'est que notre histoire, elle est née sur un conflit. Et on verra tout à l'heure, on a évincé les premiers qui nous ont ouvert les portes de la médiation, c'est la société civile et ce sont les associations de parents. Et puis ensuite, la FENAMEF, qui s'appelait pas FENAMEF, qui s'appelait Comité des associations et des services nationaux de médiation familiale. Ils avaient un sigle assez difficile. Elle est née d'un conflit avec la PMF au soir du premier colloque européen qui était à Caen, 1er décembre 90. Roger Lecomte qui a fait un travail incroyable sur la médiation familiale et qu'on ne peut pas ne pas citer. Roger Lecomte était un homme très rigoureux, très carré, et nous avions une présidente plus arrondi dans les manières de gérer. Et ça a fait beaucoup d'étincelles. Et il a pris la décision d'une scission et de créer une deuxième association. Mais nous, les professionnels de la médiation familiale, nous devons garder en tête que nous n'avons jamais réussi à réparer ce conflit, à le réparer ou à le temporiser, et que nous le portons encore, il y a deux associations. On n'a jamais réussi, malgré les présidents qui ont fait des tas de choses, je pense à Isabelle Juès, à Audrey Ringot, qui ont essayé de rapprocher, elles ne se sont jamais rapprochées. Hum, L'histoire, si elle se répète, elle n'est pas pour autant fataliste. oui, dès lors qu'on en tire les leçons. Il Voilà. s'avère que lorsque j'ai passé, moi, le diplôme d'État, donc c'était 2007, eh bien, on savait qu'il y avait la PMF, la FENAMEF, mais on ne savait pas, on ne nous le disait pas. On sentait bien que ça n'allait pas tout à fait. Mais c'est avec toi, alors que ça fait plus de 20 ans que je suis médiatrice, c'est avec toi que j'ai appris qu'il y avait un conflit initial. Ça ne se dit pas, c'est peut-être un peu tabou, ce qui C'est est l'enrichissement paradoxal pour des famille. médiateurs. Peut-être on devrait demander à Serge Tisseron ou à Vincent Goléjac de travailler sur cette histoire de notre famille professionnelle qui reste secrète, mais je crois qu'on le porte dans notre manière d'être et dans notre histoire. Et cette histoire de conflit, elle fait partie de notre héritage et on doit la regarder, on doit comprendre pourquoi. Hum, De hum, même qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup de ce conflit entre médiateurs, etc. Mais ça a du sens quand on le regarde. hum. Voilà, il nous appartient. Bon, alors j'imagine que ce conflit, comme tout conflit, a permis des opportunités et ça n'a pas empêché, bien au contraire, dans les années 2000, qui est ce Conseil national consultatif de la médiation familiale.
qui a donné, auquel tu as participé, Monique Sassier, hein, bien évidemment, et Jacques Fagé aussi, et qui a d'autres, bien évidemment, qui a permis la mise en place du diplôme d'État de médiation familiale. C'est-à-dire que là, on passe vraiment à une institutionnalisation de la médiation familiale avec à l'époque, et je crois encore, hein, une formation qui est largement dominée par les écoles du travail social. Alors, ça a un sens si on retrouve autant d'histoires avec le travail social. Dans un premier temps, la médiation familiale était totalement empirique et informelle. Bien sûr, on s'est inspiré du Québec parce qu'ils l'avaient conceptualisé. Ils nous ont transmis quelques conceptualisations, mais tout ce qu'ils nous ont transmis ne correspondait pas complètement à notre société. Celle qui a beaucoup transmis aussi, le CEMA le sait, c'est Jacqueline Morino, mais pas forcément sur la médiation familiale, mais sur la philosophie de la médiation. Esprit. Elle a, Mm, et oui, tout à l'esprit fait. de la médiation, c'est elle. Et puis Mm, avant, puis en même temps, il y avait Jean-François Six, à qui on peut reprocher dire, ne pas dire, mais il a été le premier. Il mm, prônait, ça c'est un clin d'œil à mon amie Marianne Souquet, il prenait la médiation conjugale parce qu'il était difficile de parler de médiation dans les séparations et divorces. mm. Donc, Marianne, tu avais déjà quelqu'un qui parlait un peu, pas tout à fait le même langage que toi, mais qui commençait à initier le fait que la médiation pouvait aussi intervenir dans des situations où on ne se sépare pas. Donc ça, c'était important. Si on regarde, des années 88 aux années 2000, on a commencé à démarrer, on est passé du militantisme, on a commencé à non pas institutionnaliser, mais à normer l'exercice de la Mm, médiation familiale. mm, En 92, l'APMF, l'association qui s'appelle aujourd'hui pour la médiation familiale, mais qui à l'époque s'appelait pour la promotion de la médiation familiale, mm, dès le congrès de Caen, donc en 90, a créé une commission européenne des centres de formation qui a donné lieu à une charte européenne. Et nous avions alors à l'époque, ce travail, je l'ai fait avec Benoît Bastard, qui m'a beaucoup aidé, et nous procurions 210 heures de formation théorique. On est très loin des 600 heures d'aujourd'hui. mm. Et il fallait harmoniser. Les Anglais disaient, non, non, une formation théorique très, très courte, mais une longue formation pratique. Les Italiens disaient, il n'y a que les psychologues qui peuvent rentrer dans ces formations. Donc, ils avaient traduit, ils disaient aux avocats, vous n'avez pas le droit d'être médiateur familial. Mais comme moi, je ne lisais pas l'italien, je ne pouvais pas savoir ce qu'ils avaient traduit. En Espagne, c'était encore différent, etc. Donc, tout ça, ça s'est mis en place. Mais déjà auparavant, les premiers indicateurs de la construction d'un métier étaient venus de la PMF et la FENAMEF, même si ce n'était pas son nom à l'époque, a fait un autre travail. Ce sont deux associations, non pas en parallèle, mais complémentaires. Mm. La PMF, je dirais, c'est la créativité, l'énergie, pas toujours canalisée, mais l'énergie productive. Elle donne lieu au premier code de déontologie Voilà. été rédigé Mm, notamment par un avocat de Strasbourg, Claude Liénard, qui était mm, présent, mm. Muriel Roch, qui a été ensuite présidente de la PMF. Et tout ça, ça s'est fait Il y avait un côté très festif. On a normé, on a utilisé ce qu'avaient fait les Canadiens, on a normé la médiation, et puis on s'est dit, comme tout acte professionnel, au fond, ce que nous faisons avec ces familles, avec ces personnes que nous recevons, c'est un acte professionnel. Et pour qu'il y ait un acte professionnel, il faut en définir le contour et les obligations du professionnel. Première chose, alors les Nord-Américains disent que c'est très français. Certainement. Mm, Nous avons commencé par dire il faut une formation. mm. Et une formation théorique, à l'époque, pour tous ceux qui nous écoutent, et je ne dois pas être la seule, la formation qu'on nous proposait en 88, c'était en 5 jours. 5 jours avec les Canadiens. Et moi, on m'a dit au bout de 5 jours, mais j'étais très fière, on m'a dit, tu peux être médiatrice familiale. Et j'ai commencé à l'école des parents de Paris, où j'ai fait des consultations en 5 jours. Et je me suis dit, mais c'est absolument une ineptie totale, cette affaire. Donc, nous avons rajouté 5 autres jours. On faisait 10 jours. Et là encore, ça ne suffisait pas. Donc, on a commencé par définir l'acte que nous posions, les effets produits et les compétences à définir. C'est comme ça qu'on a défini la première formation, avec ces trois entrées, la psychologie, la sociologie
et le droit. Et ce qui était la colonne vertébrale, c'est le process de la médiation. Et on le retrouve dans toutes les formes de médiation. hum, Il est hum, le même. Que l'on prenne Fiuta, que l'on prenne qui on veut, cette colonne vertébrale de la médiation, elle est la même pour nous tous. Une fois que nous avions fait ça en 92, il y avait 17 centres qui l'ont ratifié, cette charte européenne. Je ne sais pas où elle est. À l'époque, la PMF n'avait pas de local et elle a traîné d'un lieu à l'autre. Je crois qu'elle a disparu. C'est vraiment dommage parce que hum, c'est un document très important, en tout cas pour hum. moi. Et nous n'avions pas d'ordinateur. Avec Benoît Bastard, on l'a tapé sur une machine à écrire. À l'époque, j'avais créé le service de la ville de Paris et je salue Dominique Lefebvre qui est là et qui a travaillé ensuite dans ce service, qui était le premier service public et avec des, ça va faire rire les plus jeunes, mais avec des carbones. Et on a tapé ce document comme ça pour qu'il y ait les 17 exemplaires. Voilà. Donc c'est toute une histoire. C'est la première pierre angulaire de la professionnalisation. Définir la déontologie, c'est-à-dire les obligations du professionnel, qu'il puisse clairement et de manière explicite dire qui il est, ce qu'il fait, quel est son cadre d'intervention et y compris quel est le coût de son intervention puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de financement de la médiation familiale. Et ensuite, nous avons défini la formation. Ces deux éléments-là ont contribué très fortement à la professionnalisation. À l'époque, nous avions écrit un livre chez RS, je crois, oui, je suis sûre, Hum, avec, hum. avec Jacques Salzer, Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, La médiation, les médiations. Et se posait déjà la question de la construction du métier et de la perte de la quintessence de ce qu'est la médiation, c'est-à-dire au fond sa philosophie de la Hum. médiation familiale, au profit d'une revendication plus statutaire et plus professionnelle. Et c'est normal. Ça, on l'a écrit en 94. Nous n'étions pas prophètes, on avait simplement des grilles de sociologie qui nous permettaient de regarder ce qu'était un métier. Et dans les années de 92 aux années 2000, plusieurs commissions interministérielles ont été créées par le ministère de la Famille, de la Justice. Jean-François Six était présent dans ces commissions. C'était un peu compliqué parce que nous n'avions pas le même point de vue sur la médiation familiale. Et il y avait la FENAMEF et la PMF qui étaient là présentes. Toutes ces tentatives ont avorté. Elles n'ont pas fonctionné. Mais n'oublions pas qu'en même temps, il y a eu des textes en 90, un premier texte est présenté à l'Assemblée nationale pour introduire la médiation civile dans notre code. Notre code civil, il ne fait que normer les relations des individus les uns avec les autres et il rappelle quelles sont les obligations. En fait, on pourrait dire que le code civil, c'est la photographie de notre société. C'est Hum. l'évolution de notre société. Le droit de la famille, c'est celui, je ne suis pas juriste, il doit y en avoir dans la salle, c'est celui qui évolue le plus vite et le plus. C'est le nombre de lois qui sont les plus importantes. La commission Sachant des que la famille évolue. bien sûr. Hum. Donc, forcément, ça bouge, ça devrait encore bouger, heureusement, pour avoir la configuration actuelle. Et puis, on voit dans les années 90 ce premier texte qui est proposé et qui va être refusé. Donc, nous, les premiers, je ne suis pas la pionnière de la médiation. Les premiers pionniers, il y a eu un voyage au Québec et on les appelle les pionniers. Ils étaient, je crois, une trentaine, Marianne pourra peut-être dire. Et j'ai pas été acceptée dans ce voyage. J'avais postulé et on m'a dit non, c'est trop tôt pour toi. Bon, je suis pas allée, je suis restée à la maison à Paris et j'ai voulu qu'ils reviennent. Et quand ils sont revenus, ils ont créé la PMF. Donc il y a tous ces éléments qu'on a oubliés. Il y avait Claire Denis qui a beaucoup Oui, contribué à la tout à médiation, fait. qui a beaucoup Tout à écrit. fait. Claire était Hum, du voyage et elle a apporté toute sa, toute sa réflexion. Elle s'est beaucoup associée avec une hum, philosophe. Elle a vraiment beaucoup apporté. On voit 88 les prémices de la médiation familiale, initiée par une association de pères divorcés. Et je ne peux hum. pas penser à Stéphane Guitchev ce soir. Oui. Il nous a porté sur la médiation familiale. Moi, il m'a autorisé pendant 4 ans. J'ai fait toutes les permanences du lundi soir jusqu'à 4 heures du matin. Et ces pères, ces hommes m'ont appris beaucoup de choses sur le regard de la souffrance, de la difficulté, sur la question de la paternité, sur la question de la parentalité. C'est eux qui m'ont initié. Tout le monde parle aujourd'hui de la médiation internationale. C'est où il y a beaucoup de confusion en médiation
interculturelle, c'est pas de la médiation internationale ni binationale. Eh bien, ils m'ont appris comment accompagner, comment gérer par la médiation ce qu'on appelait, beaucoup moins poétiquement, les enlèvements d'enfants ou les Hum, kidnappings. hum. Marie-Vonne Jaffrin-Randier avait écrit un très très bel article c'est une philosophe, où elle montrait comment, de la norme, on pouvait arriver à la dissidence. Lorsque la loi et l'État devient très dur, ne prend pas en compte la parole d'une minorité, alors la seule manière de se faire entendre, c'est d'inverser le rapport de force et c'est la dissidence. On C'est appelle là la que désobéissance civile. tout à fait. C'est Hum, là que j'ai fait mes premières armes. Et donc, en 90, nous étions dans l'hémicycle, les premiers, on n'avait pas le droit de parler, mais nous y étions, et le texte n'a pas été voté, parce aujourd'hui c'est électronique, mais il y avait des petits boutons dans les travées, et il y a un député qui avait un ventre assez rond, qui n'est pas passé dans les travées, et qui n'a pas pu voter, et le vote a été refusé. Voilà. Et donc, à une fois, c'est ça que tu dis. ça, c'était 90, première fois où l'on Hum. parlait de la médiation civile, et surtout pas familiale, hein, mais de la médiation civile en France, et nous sommes repartis dépités sans notre loi. Il faudra attendre 95 Oui, oui. pour voir l'évolution de la famille, hein. Dans les années 80, le modèle qui est développé le plus couramment, c'est le modèle post-68, en rupture avec les modèles traditionnels de la famille. Et donc, c'est tous les slogans que nous connaissons, un enfant quand je veux, si je veux, etc., etc. C'est la loi Veil, c'est l'émancipation de la femme, c'est c'est le droit au vote qui est arrivé quelque temps avant. Et on voit le modèle qui est celui du non-mariage. Et c'est Brassens qui le pose quand il dit ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. C'est Hum. ça qu'il dit. Aimons-nous, mais ne gravons pas nos noms. Dans Et un non-demande en mariage. c'est ça. Hum, Sauf que ces pères qui avaient accompagné l'évolution de leurs compagnes, c'était des pères, alors ils détestent qu'on les appelle nouveaux pères et ils ont raison. C'était des pères différents de la génération d'avant. Ils se détachaient d'un modèle patriarcal et ils étaient beaucoup plus sur quelque chose de transversal. Et ils se sont retrouvés dans une difficulté, puisque déjà dans ces années-là, ce qui va exploser, c'est la séparation et le divorce. Les familles monoparentales aussi. Alors, moi, j'aime pas ça, c'est Nadine Le Faucheur qui l'a inventé, ce mot Hum, euh, famille monoparentale. Moi, je pense que moi, je peux pas les appeler comme ça. Moi, je dis qu'il y a des familles avec des contours différents. hum, Nous, médiateurs, nous devons respecter les fonctionnements des familles, quelles qu'elles soient. Parce que quand on dit monoparental, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les enfants, ce que je signifie à un enfant, c'est qu'au fond, tu vois, un un seul parent. parent Hum, peut être hum. tout puissant pour t'élever, te faire, etc. Or, c'est pas la réalité, hein. Un enfant a besoin de savoir d'où il vient, et etc. Et je, que m'importe le genre des parents, etc. Mais il y a deux parents. Et parfois, il n'y en a qu'un. C'est la réalité Plus. aussi. Et Parfois, il y a plus que deux parents. parfois, il y a beaucoup plus que deux parents, bien sûr, Hum. mais il peut y avoir aussi un seul parent. Et c'est sa famille. La famille, comme dit Irène Théry, elle se lie de manière horizontale. Il y a l'enfant, c'est l'enfant qui fait famille, avec les personnes significatives pour lui. Et ça, lorsque Jacques Faget, Jean-Pierre Bonafé-Schmitt parlent du changement de paradigme, pour nous, médiateurs, ça a été un travail extrêmement lent. Très, très vite, intellectuellement, nous avons compris ce qu'était la médiation familiale. Mais pour l'intérioriser, pour accepter l'autre dans sa différence, dans les valeurs qui sont les siennes, eh bien, il faut beaucoup de temps. Et ça, je le dis aux étudiants quand j'en rencontre. Intellectuellement, vous allez tout de suite comprendre. Accepter qu'il faille du temps, parce que c'est pas aussi simple que d'accepter l'autre dans sa différence. Et je ne sais pas si on accepte tout le monde, j'en sais rien, mais on doit aussi pouvoir dire quelles sont nos propres limites, à nous, les professionnels. Donc avec tout ça, on arrive en 95 et le législateur introduit la médiation civile en disant haut et fort, et pas familiale, s'il vous plaît. Oui, Il oui. y avait comme une peur, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, la médiation familiale a beaucoup emprunté aux outils du travail social. Eux, ils avaient déjà la connaissance des entretiens familiaux. Ils avaient la construction des dossiers, les statistiques, etc. On leur a appris tout ça, les méthodes d'entretien. On a appris aux thérapeutes familiaux le système.
Alors, il y a plusieurs courants, mais il y avait un courant systémique, je pense à Marie-Théo, un courant systémique qui permettait de travailler avec ces outils-là. Et nos juristes, les avocats, les magistrats, nous ont donné la structure du droit. Je Mm, n'aime pas cette expression de beaucoup de médiateurs familiaux, ils le disent moins aujourd'hui, qui disaient on travaille à l'ombre du droit. Mais mm. une ombre, ça se déplace au fur et à mesure où le soleil bouge, et ça voudrait dire que l'ombre portée se déporte et que notre métier va se déporter. Or, non, nous travaillons dans le respect du droit. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, on a commencé des expérimentations de médiateurs familiaux avec plein de choses. Moi, j'ai commencé, par exemple, à l'école des parents. Il y avait une avocate qui venait et qui venait pour les consultations juridiques pour que les personnes entendent la même chose au même moment. Il y a eu des notaires qui sont intervenus, mais on a aussi beaucoup référé vers des thérapeutes. Et progressivement, et moi, ma construction professionnelle, ma trajectoire, elle a pris appui sur cette évolution. Donc nous sommes en 95 et ce qui va arriver derrière, le nombre d'enfants nés hors mariage, Mm. notre ami Gérard Néran dit à peu près 43% des naissances hors mariage. Ces enfants-là, à la fin des années 80, ils n'avaient comme référent légal que le parent qui était investi de l'autorité parentale et à 99,9% la mère. Et quand bien même le père, il s'appelait les pères du 387, ils s'appelaient entre eux. Quand les pères avaient reconnu l'enfant, déclaré l'enfant, pour autant, ils n'exerçaient pas l'autorité parentale. Il aura fallu voir une ministre arriver d'abord en 87 avec la loi dite Malhuret, où on a ouvert, parce que la société se développait, la possibilité d'un exercice conjoint d'autorité parentale avec l'accord de la mère. Ça, c'était très compliqué. Et voilà où venait le conflit. Donc, nos premières médiations, elles étaient sur l'autorité parentale. C'était le blocage de ces couples et le blocage de ces pères qui n'acceptaient pas d'avoir accompagné leur compagne vers une évolution et se retrouver mis en dehors de la relation avec l'enfant. Et puis, quelques années plus tard, en 87, une première évolution, on a une ministre qui est une ministre de la Famille qui est concernée par cette question, parce que les hommes et les femmes qui nous gouvernent sont comme nous, ils ont des histoires, ils ont une subjectivité, ils ont des difficultés et ils réfléchissent. D'ailleurs, j'avais pensé que notre président nous aurait fait une loi sur la beau-parentalité. Il ne l'a pas faite. J'avais Pour le parié, moment, on verra. oh, il ne lui reste pas beaucoup de temps, hein. Et On j'avais verra. parié qu'il le ferait, mais il ne l'a pas fait. Eh Mm. bien, cette ministre, elle se dit, au fond, c'est très compliqué pour des enfants que de savoir que légalement, leurs deux parents, quels qu'ils soient, ne soient pas investis de l'autorité parentale. Et on a une loi sur l'autorité parentale conjointe qui commence aujourd'hui, c'est de fait de droit, de facto, ils ont l'autorité, l'exercice de l'autorité parentale. Mais Donc c'est ça, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la parenté sociale ou la parenté affective. c'est Et donc, ça, la famille ne se réduit plus à sa version juridique. c'est ça. Juste pour reprendre un petit peu ce que tu as dit, ce que j'entends dans ce que tu dis et qui est intéressant par rapport à ce qu'on peut enseigner aux futurs médiateurs familiaux, voire aux médiateurs tout court, c'est que souvent on dit, bon, bah, la France, euh, elle est à la traîne du Québec et en fait, c'est comme si on faisait des copier-coller du Québec. Donc oui, il y a eu des pionniers dont tu aurais dû faire partie, dont tu n'as pas pu faire partie pour X raisons, qui sont allés au Québec, qui ensuite s'en sont inspirés, et il y a eu 5 jours, puis après on s'est rendu compte que c'était pas assez. Mais après, la manière dont la médiation, et plus particulièrement la médiation familiale, s'est inscrite, non seulement dans le droit, mais également dans les structures sociétales, les institutions, et dont elle a pu s'innerver à travers l'ensemble des professions autour de la famille, ça c'est assez spécifique à la France. C'est complètement spécifique et on pourrait dire que c'est une construction en rhizome. C'est-à-dire que ça a été vraiment souterrain. Il faut vraiment jamais oublier que ça vient de la société civile. Ce n'est Hum, pas nous les professionnels qui l'avons inventé. Moi je me souviens dans les années, je sais pas quoi, 90, je faisais un mémoire de thérapie familiale et je rencontre Stéphane Ditchev, je l'appelle. Je me dis, celui-là qui enlève les enfants, là, qui va s'enchaîner au palais de justice, ils sont vraiment bizarres, ces hommes. Allons voir qui sont-ils.
Et très bêtement, je lui dis, connaissez-vous la médiation familiale? Et il sourit et il me sort 3,50 m d'ouvrage. Voilà, et c'est eux qui ont commencé. C'est-à-dire que c'est Hum, à Genève, le premier colloque qu'il y a eu avec l'association qui s'appelait Parents Forever. Ils ont introduit la médiation familiale en Europe et ils avaient invité des grands noms, Lisa Parkinson pour la Grande-Bretagne, Annie Babu pour la France, etc. Et c'est là qu'on s'est dit, on n'apporte pas, c'est toujours comme ça la question de la nouveauté, lorsqu'il y a une minorité qui se retrouve avec un besoin qui n'est pas pris en compte, alors cette minorité va développer par des stratégies, des hum. ouvertures et des options qui n'existaient pas. Et là, on a eu des professionnels qui ont été prêts à l'entendre. C'était pas évident. Le travail qu'a fait Annie Babu n'était pas du tout évident que d'accepter que ses pairs viennent nous expliquer comment il fallait qu'on travaille. Ils ont fait partie à la création de la PMF. Il y avait 30% de membres qui étaient issus de cette association. Il n'y en a plus aujourd'hui. On voit bien l'évolution. Elle s'est complètement professionnalisée. Donc, on voit une Oui. société qui évolue, qui passe d'une famille très nucléaire, père, mère, enfant, avec des rôles clairement définis, déterminés, à une famille qui s'élargit avec des non-mariages, avec des enfants hors mariage, Qui avec se des... décompose, qui se recompose et comme il qui le souhaite. réinvente ses modèles. Voilà. Et moi, peut-être la proposition de cette synthèse-là, acceptons d'appeler ces familles des familles, c'est tout. Ne leur mettons pas d'étiquette. On est très très fort en France et je le dis tout de suite, mais parce que ça me vient maintenant, pour moi, la médiation familiale, c'est extrêmement normatif. Au fond, Voilà. Hum, l'idéologie qui est sous-jacente à la médiation familiale, c'est père-mère ou mère-mère ou père-père, je m'en fiche, parents pour la vie. D'ailleurs, si vous reprenez, je suis très étonnée qu'il n'y ait pas eu de mémoire d'étudiants sur l'imagerie de la médiation familiale. La première plaquette de la PMF, elle était noire avec une césure rouge. C'est quand hum, même très violent. Aujourd'hui, on hum. voit des petits-enfants, des papas, des mamans, des trucs, des grands-parents, mais on voit plus ça, C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impératif ou de dogme de la coparentalité à tout prix. qui est complètement dans le code civil. Oui, oui, c'est la norme, c'est comme ça, et ça, la coparentalité est imposée aux parents. Hum, C'est le dernier livre de Gérard Néran sur critique de la parentalité positive. Parce que à force de ne faire que ça, c'est très compliqué pour les parents de ne pas être des bons parents dans la norme, dans le moule. Et il faut hum, que les médiateurs familiaux acceptent que dans l'espace de médiation, c'est peut-être ça qui nous différencie de nos autres collègues médiateurs, mais au fond, ils l'ont On va y aussi. arriver si tu veux bien. Tout à l'heure, tout à l'heure. Mais on sait qu'il y a une norme, que nous en sommes porteurs, qu'il y a des représentations et qu'il y a des projections à l'intérieur de l'espace de médiation. C'était un gros mot jusqu'aux années 2010 que de dire que dans la médiation, il y avait des effets thérapeutiques. Nous ne sommes pas des thérapeutes. Et c'est très clair, moi, qu'il y ait deux formations, ça n'a rien à voir avec la thérapie. C'est différent. Mais il y a des effets Hum, thérapeutiques que moi j'associe beaucoup plus aux effets de la régulation sociale ou d'une éducation citoyenne, parce que pour moi, on ne peut pas être médiateur quelques heures par jour. C'est une manière d'être, c'est une manière de penser et c'est une autre manière de vivre. Et je reste persuadée que la médiation, c'est pour ça que je crois à toutes les formes de médiation très fortement, c'est une autre manière de penser le rapport à l'autre et le rapport social. Alors qu'on regarde du côté de demain, du côté de la Belgique, qu'on aille rechercher à Bermas sur l'agir communicationnel, peu hum. m'importe, mais c'est une action, et je le dis aux médiateurs, vous avez une action dans la cité, au sens que toi tu connais bien, de la cité, on a une action sociale et politique par la manière dont nous développons Alors, nos interactions. justement, j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu notre historique et on pourra revenir sur ce que tu viens de dire parce que je crois que c'est le message essentiel que tu veux faire passer. Donc, on en était aux années 2000 et donc tu me parles des autres médiateurs. Donc, la société civile fait naître à un besoin de gérer ce qui arrive aux familles d'une autre manière que ce qui peut être offert. Les médiateurs, des médiateurs familiaux, des travailleurs sociaux,
professionnels autour de la famille s'emparent un petit peu de ce champ, qui est un champ qui va être cultivé pendant près de 20 ans jusqu'à ce que l'État reconnaisse qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait par les acteurs habituels de la société et donc accepte la création du diplôme d'État de médiation familiale, qui est jusqu'alors actuel le seul diplôme d'État de Au médiateur monde, en France en France et au monde, nous et sommes au les monde. seuls. On n'en est Et au pas monde. forcément fiers, hein, Bon. d'avoir ce diplôme. On dira pourquoi après. Et Mais alors, nous sommes les seuls. oui, et donc en lien aussi avec la CNAF. Bon. À partir de là, il y a une ouverture qui s'opère du marché de la formation et avec une prolifération que certains caractérisent d'anarchique des pratiques de médiation. Et Alors, il y a, par rapport à cet esprit de la médiation dont tu parlais, que moi j'appelle humaniste et universaliste, il y a une forme d'altération oui. de cette médiation telle qu'elle avait été conçue, qui peut être confondue, et on le voit dans le Code civil, avec la conciliation, et qui peut être réduite aux techniques de gestion des conflits. C'est qu'il y a deux modèles, j'ai l'impression qu'il y a deux modèles qui commencent à se mettre en œuvre. Celui un petit peu pur, en quelque sorte, des diplômés d'État en médiation familiale, et puis tous les médiateurs qui sont formés, on ne sait pas trop comment, parfois, mais qui, pour X raisons, vont s'emparer de ce qu'on appelle à l'époque les MARD, les modes alternatifs de résolution des différends ou des conflits. Alors ça, c'est à mettre en lien avec le Conseil national consultatif de la médiation familiale. Je ne parle pas de l'instance actuelle à laquelle moi, j'ai pas postulé. J'ai fait la première, c'était plus ma place de continuer. Lorsque le Conseil national a été créé, c'est une mission interministérielle. Nous avons été nommés par décret par la ministre de la Justice, de la Famille et des Affaires sociales. Il y en avait une à l'époque. Donc, c'était très clairement positionné sur ces trois champs-là. Ce Conseil national, il est issu d'une première tranche de travaux menée par Monique Sassier, qui avait été déléguée par la ministre, pour faire un état de la médiation familiale. Pourquoi? Parce que les médiateurs familiaux se sont très vite organisés, Mm. et je le dis exprès, comme une profession. Au sein de la PMF, nous avions un code de déontologie Oui. que nous n'avons plus aujourd'hui. La PMF l'a, mais les médiateurs familiaux ont des principes déontologiques. On dira pourquoi. Un code de déontologie, des critères de formation, des colloques qui étaient organisés pratiquement tous les ans. La PMF a fait un tas de colloques sur la médiation Mm. familiale. Ah La oui. FENAMEF aussi. La FENAMEF, elle a cette particularité de représenter des entités, des services de médiation. Un peu, on pourrait dire que c'est notre représentant de syndicats d'employeurs, on pourrait dire. Mm. Mm. Ils ont drôlement défendu la médiation, hein, et ils l'ont. C'est différent et c'est complémentaire. On arrive avec tout ça Et des et revues aussi. Il y avait des revues des aussi. revues, on a publié très vite, des ouvrages, on a Mm. commencé à publier, à écrire, on a dit les choses, on a demandé des rendez-vous, on allait rencontrer les ministres, on a beaucoup bougé. Ces militants ont énormément apporté à la construction du métier. Mais on a un peu irrité. On a hérité avec notre capacité à dire les choses, à revendiquer et à dire clairement que nous étions une véritable profession de la régulation sociale. Mm. Et Monique Sassier fait un état des lieux, elle fait à peu près une cinquantaine d'auditions. Moi, j'ai été auditionnée à ce moment-là. Et elle rend un document, un rapport à la ministre qui propose la création d'un conseil national. Consultative de la médiation familiale. Conseil national consultatif de la médiation familiale, qui est créé et qui va travailler pendant 4 ans. Et je le redis aujourd'hui, j'étais la seule médiatrice familiale. Mm. Parce que tout le monde Comme au pense, CNM, les associations de médiation sont minoritaires. voilà, pareil. Il y a des Euh, paradoxes. oui, ça, pour moi, c'était un gros paradoxe dans et j'en reparlais là, parce qu'on prépare le 21 novembre avec Monique Sassier. J'ai reparlé de cette constitution. Il y avait les barreaux qui étaient représentés par le président. Il y avait une avocate du nord de la France. Il y avait les magistrats JAF,
les magistrats cour d'appel, les magistrats, je ne sais plus, les notaires, Hmm. le CNIDFF, l'UNAF, bien sûr, parce que Monique Sassier était directrice générale de l'UNAF. Il y avait, je ne sais plus trop encore, et les deux associations de médiateurs. Et nous étions trois, contrairement à ce qu'a écrit Jacques Fagé, nous étions trois personnes qualifiées. Michel Guillaume Hoffnung, en tant que professeur d'université, Jacques Fagé, qui est un, et je le dis avant qu'il arrive, qui est vraiment un très grand monsieur. Pour moi, c'est un des seuls qui ait la capacité à analyser les discours politiques de la médiation. Et Hmm. moi, Hmm. voilà. Donc nous étions libres de notre parole, parce que nous ne représentions pas de système, etc. Le Donc, dans travail ce conseil, déjà à l'époque, excuse-moi, je cite, déjà, il y avait une prépondérance de des- juriste, de professionnels oui, du monde juridique. voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Conseil national avec Monique Sassier, c'est un travail qui s'est fait de manière, ça n'existait pas à l'époque, participatif et horizontal. Nous travaillons, on repartait chacun dans notre coin, on consultait, on donnait les textes, on les travaillait avec les gens et on revenait pour retravailler à nouveau. Ça a été vraiment une construction à la fois horizontale et à la fois d'en bas vers le haut. Il n'y a pas eu un texte qui soit sorti. Par exemple, la définition de la médiation familiale, on a dû mettre 4 journées pleines. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y avait une volonté de sortir des relations de pouvoir et de l'emprise institutionnelle sur la société civile à travers ce conseil. C'était ça. C'est la manière de travailler de Monique Sassier. Et à l'époque, retournons-nous, regardons le miroir. Et dans le miroir, qu'est-ce que nous voyons en France sur les médiateurs familiaux? 87% des médiateurs familiaux français étaient issus du travail social. Hmm. À l'époque, le diplôme de travail social était reconnu à hauteur de bac+2 avant même les accords de Bologne. Ils ont 3 ans d'études, mais ils n'étaient pas reconnus. Aujourd'hui, ils le sont. Et donc, il y a eu toute une négociation. D'abord, nos collègues magistrats de ce Conseil national ont clairement dit on ne leur donne pas une profession. Donc, on est allé rechercher Saint-Saulieu, Dubas, tous les sociologues du travail pour voir quelles étaient les définitions. Et ils ont dit déjà, ils commencent à revendiquer. Donc, si on leur accorde une profession, ça veut dire qu'ils peuvent faire un ordre professionnel, Voilà. une profession réglementée. Ils pourront se référer à un code de déontologie. Et alors là, on n'a pas fini de les entendre. Donc, Hmm. bien évidemment, il y a eu de la discussion, il y a eu des négociations. Et puis, on a fini par dire, voyons ce qu'on va pouvoir faire. À un moment donné, rappelez-vous de ce moment-là, nous sommes dans un climat politique, parce que ça existe quand même, hein. On vit pas, on n'était pas dans une bulle, dans un climat politique où il y avait une élection présidentielle. Monique Sassy avait rencontré tous Donc les là, tu es dans les années 2001, 2002, 2002. 2003. Voilà. Voilà, Et on se retrouve avec un deuxième tour présidentiel que personne n'avait prévu, avec Marine Le Pen avec son et père, Jacques Chirac. Jean-Marie Le Pen et, Jean-Marie Le Pen, voilà, Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Lionel Jospin évacué, terminé. Mais Donc, il est là. Hmm. Monique avait vu tous les candidats, donc c'est Jacques Chirac qui est élu. Elle a été extraordinaire, cette femme. Elle ne fait pas de bruit, elle est d'une intelligence incroyable et elle nous a beaucoup, beaucoup donné. Et on a accepté, on nous avait fait un moratoire sur le Conseil national. On nous a laissé à nouveau travailler, mais on nous a évacués du ministère de la Famille. Et c'est l'UNAF qui nous a accueillis dans ses locaux et on a terminé de travailler. Là, c'est posé une question de fond. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Nous étions plusieurs à vouloir arriver au moins à ce qu'on appelle aujourd'hui un M1, qui à l'époque était une maîtrise, parce que Oui. nous avions en tête qu'après, Donc, il pourrait y avoir des quatre. doctorats et de la recherche sur la Hmm. médiation familiale. Mais tous nos petits copains, nos 87% issus du travail social, on les laissait sur le bord de la route. Et ça a été vraiment une question de fond pour nous. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et moi, je ne pouvais pas accepter que tous ces professionnels qui avaient investi la médiation familiale comme des militants, qui avaient donné, on puisse leur dire, bah maintenant, vous restez sur le bas-côté, parce que même en VAE, ils ne pouvaient pas avoir accès. Pour rentrer sur une maîtrise, un M1, il fallait avoir une licence. Donc, Oui, ils ne bac plus pouvaient pas. 3. Hmm. Donc, nous avons accepté que ce soit un diplôme de travail social
Et puis, si on voulait un diplôme universitaire, c'était 5 à 10 ans de négociation. Le ministère des Affaires sociales a accepté tout de suite de nous créer un diplôme de travail social. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Je ne sais pas. Mm. Mais c'est ce que nous avons pu faire. Et du coup, nous n'avons pas une profession, mais un métier. On nous a retiré notre code de déontologie et nous avons des principes de déontologie qui sont les mêmes copier-coller du code de déontologie, mais ils ne s'appellent plus code, puisque nous ne sommes pas une profession. Ça entraîne quoi? Ça va entraîner une précarisation de l'exercice. Tous ceux qui sont rentrés dans la médiation familiale, avec l'idée quand même de faire un autre métier, beaucoup plus valorisé, et tous ceux qui arrivaient avec des diplômes bien supérieurs, quel était leur intérêt de rentrer dans ces formations et de devenir médiateur familial? Ils perdaient pratiquement tous leurs attributs de diplôme qu'ils avaient déjà acquis. Et ce qui s'est passé, au moment du Conseil national, la PMF continuait à réunir des centres de Mm. formation. Nous avions 13 centres sur toute la France, 13 centres, y compris deux universités, l'Université catholique de Lyon et Nanterre, et Marseille, pardon, j'ai oublié Marseille, qui avait aussi une formation, et les autres étaient des associations. Le, l'AFCCC, l'École des parents, le CIDFF, Annie Babu. Voilà, on était très peu nombreux en France. Quand s'est ouvert ce marché, puisqu'il a été positionné dans le travail social, c'est pas les services, les écoles de travail social qui sont jetées dessus. C'est nous qui leur avons offert ce diplôme de travail social. C'est un diplôme de travail social. C'est pour Mm. ça qu'aujourd'hui, il a une deuxième vie et il va devoir changer, évoluer. Et donc, ils ont très, très justement ouvert tous leurs centres de formation et on s'est retrouvé avec 44 centres qui ont pensé qu'ils allaient avoir un agrément. Or, le Conseil national, pour ceux qui viendront à la journée du 21 novembre, on mettra à disposition sur Internet tous les travaux du Conseil national, tous les documents pour que vous ayez cette mémoire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Nous avions dit 10 centres de formation, y compris l'ultramarin, etc. Quand on a vu les 40 centres, on s'est dit, mon Dieu, on a loupé quelque chose, c'est épouvantable, mais on ne pouvait pas réguler puisque ce n'est pas un agrément, c'est une autorisation à ouvrir des formations, une autorisation administrative à condition que vous rentriez dans tous les critères administratifs, les locaux, les machins, etc. Mais très, très vite, ça s'est effondré parce que la réalité, nous avions proposé 100 médiateurs par an pendant 10 ans pour réguler, on avait fait toute une étude avec l'âge des médiateurs, etc., pour réguler le flux. Eh bien, il nous en est sorti 400 par an. Ouais. Mais ils sont où ces 400? Parce Donc que ça fait 4000 sur 10 ans. la réalité, c'est qu'en Mm. 2004, 2007, il y avait très peu d'activités. Très, très Mm. peu. Mm. Donc, ils se sont retrouvés, ces centres de formation en travail social, à fermer progressivement. Et par exemple, sur la région Occitanie où je suis, il y en a un à Montpellier et il y en a un à Toulouse. À Toulouse, il y en avait trois. Il n'y en a plus qu'un. Mm. Et Mm. on voit bien que cette régulation, elle s'est faite par elle-même. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces médiateurs familiaux? Quand on est sorti du Conseil national, moi je me souviens de la dernière séance, je ne sais pas si notre ami Jacques Fagé s'en souvient, ça a été une grosse désillusion. La voilà, la désillusion. Lorsque je pose la question aux représentants du Conseil supérieur du notariat, nous avons prôné une formation pluridisciplinaire. C'est ça qui était important pour nous. C'est de travailler ensemble, les juristes, les professionnels du champ social, les psychologues, etc. Eh bien, il m'a répondu, ah non, nous allons faire une formation tout seul. On venait de passer 5 ans ensemble. Les avocats ont fait la même chose. Mhm. Nous avons laissé se déliter cet esprit de transdisciplinarité qui nous animait tellement et qui était tellement important. Et c'est aussi pour ça que la mission s'est dévitalisée. Chacun est parti de son côté et chacun a créé ses formations, etc., sans mettre en commun. Et c'est, à mon avis, c'est la plus grande erreur. Mm. Donc, on arrive sur une formation et qui est-ce qui le prend en compte? À partir du moment où c'était devenu un diplôme d'État, le gouvernement était obligé de réfléchir à un financement. Et c'est Monique qui s'est battue comme une lionne et qui n'a pas trouvé d'autre solution qu'une prestation de service à la fonction.
délivrée par la CNAF. Donc, ce ne sont pas les CAF qui payent, comme disent les médiateurs familiaux, mais c'est une convention d'objectifs et de gestion qui est publiée tous les 5 ans par la Caisse nationale d'allocation familiale, qui regroupe le ministère de la Justice, qui est co-signataire de ce document national, la CNMSA et les affaires sociales. Voilà les signataires. Puis ça se décline par département en fonction des partenaires, etc. Mais cette enveloppe, elle est très limitée. Mm. Les services publics que nous avions créés, nous étions 3 en France, fermés, parce que les villes disaient, on va quand même pas payer, donner des subventions à des associations alors que nous, on a un service public. Donc, hop, petit à petit, ils ont tous fermé. Nice, Marseille, Paris, plus rien. Et on voit éclore des associations de médiation familiale sous différentes formes. On retrouve ce que tu dis, le travail social et de grosses associations type Sauvegarde, UDAF, etc., créer des petits services de médiation familiale. Et à côté, on trouve des associations de médiation familiale qui sont monoactivités. La PME, en est l'association Père-Mère-Enfant à Versailles, À Versailles. créée par une avocate, un magistrat et un père d'associations de parents divorcés. Et c'est vraiment l'exemple même. Ce sont de petites associations qui sont, il y en a à Paris, je pense au Séraph Médiation et à d'autres, parenthèses, etc. Ce sont des petites associations qui sont extrêmement fragiles. Mm. Les financements sont votés par ce comité qui est décliné en comité des financeurs départemental qui étudie les dossiers et qui verse les financements. Ils sont Et le financement, juste permis de oui, payer les médiateurs, oui. mais le statut est très précaire. Le C'est financement, si je me souviens bien, c'était des emplois temps plein qu'on pouvait donner à un quart d'emploi temps plein c'est toujours dans la même, une association. c'est toujours la même chose. Ce Mm. qui est dit, c'est Quelques heures. oui, c'est vraiment une grande précarité. Donc, d'où vient cette difficulté des médiateurs? Il y a dans beaucoup d'associations aujourd'hui, il y a des avocats qui ont complètement raccroché leur robe, qui sont devenus médiateurs familiaux, mais si la profession d'avocat n'est plus ce qu'elle était, et il faut arrêter avec ces représentations, ce sont les nantis de la société, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Eh bien, quand ils deviennent médiateurs familiales et qu'ils sont dans une association, c'est encore plus compliqué. Donc, Mm. on voit euh, à la fin des années 80, monter un modèle familial complètement différent, qui va mettre en avant une parentalité différente, jusqu'à un exercice conjoint de l'autorité parentale, ce que nous avons aujourd'hui, une minorité issue de la société civile qui réclame une autre manière de gérer le conflit dans la sphère privée. Au fond, c'est quand même très paradoxal, hein. Quand on se marie à la mairie, ou quand on se paxe, c'est la mairie. Et pour se séparer, il faut être dans un tribunal, et c'est un juge qui décide. C'est quand même bien un peu paradoxal, cette affaire. Et donc, ils ont beaucoup lutté pour la déjudiciarisation, qu'on approche, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour les mêmes raisons. Mm. 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 Et on voit progressivement un métier qui se crée, qui ne correspond pas à nos attentes, qui n'est pas ce que nous souhaitions. C'est-à-dire que si je comprends bien, un des paradoxes majeurs qui s'est joué donc au début des années 2000, c'est que cette création du diplôme d'État, on aurait pu penser que c'était la consécration de tout ce qui vous avait animé depuis les années 80, une véritable reconnaissance. Et ce que j'entends, c'est qu'une fois le diplôme d'État créé, bah, concrètement, en fait, il ne reste aux médiateurs familiaux que leur titre. Il reste leur titre. Alors, nous avons lutté. Moi, mon leitmotiv, c'était la médiation familiale doit être accessible à tous sans condition de ressources ou d'origine. Ça, je le crois toujours. Et la deuxième, et je demande aux médiateurs familiaux d'arrêter de dire c'est pas grave si je suis pas bien payé. Nous posons un acte professionnel et nous avons à vouloir décider par nous-mêmes si nous voulons vivre de notre acte professionnel ou pas. On l'exerce à temps plein, à mi-temps, peu importe, mais je trouve très incongru que de dire c'est pas très grave que je sois mal payé. Non, on voit bien, c'est Saint-Saulieu qui le dit, quand on définit une identité au travail, on commence par dire qui on est. Ah, il y a mon Jean-Pierre Bonafé-Schmidt qui s'en va. Au revoir, Jean-Pierre. Et là. Il était là. C'est vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup, beaucoup apporté, Jean-Pierre, hein.
et Mm. qui continue à beaucoup apporter. On ne peut pas dire cela parce qu'on dévalorise le métier que nous faisons. Alors, ce qu'il y a, c'est que le diplôme d'État, comme tu l'as dit, à travers le Conseil national consultatif de la médiation familiale, et ensuite les formations qui ont été proposées étaient directement liées au travail social. Or, le travail social n'est pas valorisé. Non, et nous sommes. C'est très compliqué pour nous parce que nous sommes différents des acteurs du champ social. Nous sommes Mm. vraiment, pour moi, que je le redis, nous sommes des acteurs de la régulation sociale. On n'appartient ni là, ni là. Et on verra le 21 novembre, mais pour moi, euh, j'ai souhaité cette journée, enfin cette demi-journée du 21 novembre en disant, Jacques m'a dit, tu vas pas nous faire Radio Nostalgie, hein? Certainement pas, parce que l'avenir, c'est demain, et c'est tous les professionnels qui sont en train de construire cet avenir. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été abouti au Conseil national. D'abord, les travaux du Conseil Hein. Pas le de la CNM qui... médiation familiale. Non, pas Voilà. l'autre. L'autre, on ne sait rien de ce qui s'y passe. C'est On en le, parlera tout à l'heure si tu veux oui, bien, pour ça, le temps de on va le passer. laisser pour tout à l'heure. Mais Oui. le Conseil national consultatif, quand nous avons terminé, les travaux, je rappelais à Monique Sassier, ont été remis au ministre de la Justice lors d'une conférence à Versailles, presque sous le manteau. Alors que nous voulions une cérémonie et nous avions demandé au gouvernement à l'époque d'accepter qu'il y ait un comité de suivi, un observatoire, et que nous puissions nous déplacer dans toutes les régions pour présenter les travaux du Conseil national et le diplôme d'État. Ça nous a été refusé. Hmm. Donc, on n'a pas eu cette pédagogie. Parce Nous que n'avons tu pas l'as dit, il fait. y a des résistances fortes Oui. de la part de certains juristes, des professionnels du droit, au sein même du Conseil national consultatif de la médiation familiale, pour vous donner en fait en quelque sorte une sorte d'os à ronger, pour vous calmer, mais surtout pas suffisamment pour que vous puissiez avoir une parole qui est une forme de puissance. Le problème, c'est qu'on ne calme pas les médiateurs familiaux. Et ils ont continué à développer la question de leur identité et tout le travail qu'ils souhaitaient. Et je crois, on en arrive, voilà, on arrive à 2004, un diplôme d'État. 2007, les premières organisations du diplôme d'État par voie directe ou par VAE, avec des jurys compliqués. On Hmm. voit tout de suite une opposition massive qui se fait entre les avocats qui viennent présenter leur VAE et les professionnels en face dans le jury qui ne veulent pas entendre parler de ces avocats. Ça a été un conflit très fort. Mais on porte le conflit en nous. L'histoire du conflit, la médiation familiale, elle l'a. Tu Et l'as donc, dit tout à l'heure, oui. on le rejoue à chaque fois. La Hmm. grande complexité, le grand avantage, c'est que la médiation, tout court, s'est véritablement développée en France. Aujourd'hui, on sait ce qu'est la médiation. On en Hmm. trouve partout, avec des ombudsman administratifs, dans les assurances, on en trouve partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un conflit, la première proposition, ou un litige, la première proposition qu'on nous fait, c'est est-ce que vous voulez rencontrer un médiateur? Voilà Hmm. ce que tu as dit. Alors, est-ce qu'ils sont internes, externes, à l'intérieur des structures? Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est on n'a pas réussi. La volonté des ministres qui ont créé le Conseil national consultatif de la médiation familiale, leur volonté était claire et nous a été dite le premier soir, lorsque le Conseil a été installé, tirer la médiation familiale vers le haut. Alors, peut-être comme je suis petite, c'est pas aller assez haut, c'est rester à ma hauteur. Et peut-être qu'il y a des collègues qui vont la monter beaucoup plus haut, je le souhaite. Et ensuite, vous nous tirez toutes les formes de médiation vers le haut. On n'a pas Hmm. eu le temps de faire cette partie-là. Et c'est là que c'est pas compris. C'est-à-dire qu'au fond, moi, je crois beaucoup. J'ai travaillé longtemps ensuite dans un master européen avec Jacques Fagé, il y avait Jean-Pierre Bonafé, etc. Tous ces gens-là. Il y a des gens qui sont là ce soir, Paul Desmarais, etc., qui ont été formés dans ce master. Hmm. Il y avait de temps à autre un médiateur familial, mais il n'y en avait pas. On avait des diplomates qui venaient sur la médiation internationale, de la médiation pénale, la médiation de quartier, la médiation des banques, la médiation d'entreprise, etc. Mais il y avait peut-être toutes les deux, trois promos un médiateur familial, ce qui veut dire que c'était quand même très différent. Mais on a travaillé pendant toutes ces années et les ateliers silencieux de Jacques Fagé viennent de là. Ils Hmm. viennent de cette expérience que nous avons vécue. On a pu montrer et prouver, il y avait beaucoup de chercheurs dans ce groupe d'enseignants, qu'au fond, nous avions une culture et une identité de la médiation.
Et ce qui nous différencie, ce sont nos contextes d'application. Et en France, on aurait souhaité, donc c'est peut-être ça la deuxième chance, une formation tronc commun, unique, sur la médiation, et il y a de quoi faire, et ensuite la Une possibilité, spécialisation. voilà, la possibilité aussi d'avoir des passerelles comme Mm. des unités de valeur capitalisables. Par exemple, un médiateur qui fait que de l'entreprise pendant 10 ans, j'en ai un actuellement qui est en train de se reconvertir à la famille, je connais un. Mhm. Eh bien, il aurait juste l'unité qui correspond à la famille à rajouter et il pourrait changer, mais au fond, il y aurait une famille de médiateurs et Donc ensuite un des socle spécialisations. commun, Oui, un socle commun qui reprend l'esprit, la de la philosophie de médiation, la toute la médiation. philosophie, la structure, le process, tout ce qu'on peut dire. Et ensuite, il y aurait des spécialisations parce qu'on ne travaille pas avec la famille. Alors, il y a Meyer qui dit que l'entreprise, c'est la même chose que la famille, peut-être, mais on ne travaille pas. Moi, je ne ferai pas de médiation sociale si je ne connais pas la sociologie des organisations, le droit social, ça ne s'invente pas. Il faut le connaître. Donc, on a des contextes différents. Mais au fond, plutôt que nous diviser, il faudrait que nous puissions réunir ces compétences et peu importe que nous soyons avocats, psychologues, thérapeutes, travailleurs sociaux, nous avons la même compétence autour de la gestion et de l'accompagnement d'un conflit. Et Donc c'est ce que ça tu qui dis, nous manque. donc ce que tu dis, je sais, on est presque déjà à la conclusion, mais il nous reste encore une vingtaine de minutes. C'est-à-dire que on était dans les années 2000. Il y a cette création du diplôme d'État, et finalement, ce diplôme d'État ne permet pas ni une véritable reconnaissance de la médiation familiale, ni une véritable reconnaissance des médiateurs familiaux qui, issus pour la majeure partie du travail social, ne retrouvent pas soit un poste où ils peuvent gagner leur vie, soit la reconnaissance qui irait avec. Et ce qui s'est passé après, là on va arriver sur les années 2010, il y a on voit qu'il y a une sorte de d'émiettement de ce privilège, entre guillemets, qu'avait la médiation familiale à travers son diplôme d'État, puisqu'il y a la réforme du divorce en 2016 Oui, avec l'éviction des médiateurs de la nouvelle procédure du divorce par consentement mutuel, qui est réservée aux juristes avec deux avocats et un notaire. Et puis on a aussi même la TMFPO, la tentative de médiation familiale préalable obligatoire en 2018, qui n'est pas réservée aux seuls médiateurs familiaux. et le texte sur l'inscription dans les cours d'appel Voilà, qui qui spécifie s'ouvre clairement que le diplôme de médiateur familial n'est exactement. pas une garantie. Et Alors, là, certains la demandent, certains oui, syndicats de cours d'appel, comme certains celle de Pau à syndicats, l'époque, la demandent, mais je oui, sais que Paris, ils l'ont pas fait. Et même, on nous disait, ce serait pas équitable. Il faut qu'on traite tout le monde de la même façon. Donc, on ne peut pas faire de distinguo. Ça veut dire qu'on a un diplôme d'État, on a un ministère de la Justice qui est rattaché à l'État, oui. mais qui ne va pas considérer que les diplômés d'État puissent jouir d'une forme de privilège ou en tout cas de voie d'accès direct aux médiations familiales. C'est-à-dire que le paradoxe, il vient aussi, le diplôme d'État a été créé, il est introduit par un décret, mais il n'est jamais enregistré au registre des métiers. Mm. Il n'existe pas, il est pendant. Il n'y a pas de référence à un salaire, il y a des propositions. Et moi qui suis du côté du joli pont de Viollet-le-Duc là-haut, quand je suis revenue et que j'ai recommencé à un peu travailler à Paris dans des analyses de pratique, dans des formations, j'ai été extrêmement choquée de voir le statut des médiateurs familiaux Mm. Mm. et le salaire des médiateurs familiaux. Aujourd'hui, dans une association, alors il y a des choses importantes qui ont été entendues. Par exemple, on ne passe pas, on a fait une fiche métier. Je ne sais pas qui la connaît, la fiche métier, mais on en a fait Mm. une. Entre autres, on dit qu'un employeur ne saurait exiger du médiateur de faire plus de 3 entretiens par jour. Moi, je peux vous dire qu'il y en a plein qui en font beaucoup plus. Mm. L'information, on Et a course aux pris, statistiques qui vont justifier la mais, subvention de la mais CAF. qui est logique puisqu'on est dans un système de prestation de services. On ne peut pas reprocher ça ni à Donc la on passe au quantitatif, hein. non, oui, c'est ça. On ne peut pas leur reprocher puisque ça fait partie du système de Mm. calcul. Donc, Mm. c'est sur la masse salariale que ça se calcule. Donc, on voit ces médiateurs qui ont plus de bureau. Pour moi,
vraiment, la manière dont j'ai toujours eu des bureaux, des locaux est extrêmement importante. Il faut que ce soit, euh, plus les gens sont en difficulté, plus il faut qu'on prenne soin d'eux et qu'on les accueille avec respect, etc. Quand je vois certains locaux, ça fait un peu mal à l'estomac de voir ça. Mm, Nos médiateurs, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'information avec Mélissa Sassier en amont. Alors on dit gratuit. C'est pas bénévole gratuit. C'est gratuit pour les services conventionnels puisqu'ils sont payés. Mais bien évidemment, on ne va pas empêcher un libéral de demander de se faire payer pour faire une information. Il n'a pas d'autre financement, donc c'est tout à fait logique. Donc l'information, elle s'est énormément développée. mm, Et on voit nos médiateurs qui font des permanences d'information sur tous les territoires. Donc en réalité, c'est d'éviter le travail de groupe, d'éthique, d'équipe. Ils sont dispatchés. Ils n'ont pas changé sur ce qu'ils veulent faire. Quand on interroge, j'étais il n'y a pas longtemps dans un centre de formation que tu connais, où j'intervenais pour la première fois, et ils n'ont rien changé de leur motivation. Moi, ils me font chaud au cœur quand je les entends, parce mm, qu'ils croient vraiment à cette médiation familiale. mm, Ce qui est difficile, c'est que nous avons, en acceptant, je crois qu'on n'a pas eu d'autre, peut-être on a toujours le choix dans la vie, mais en acceptant le choix que nous avons fait du travail social et d'un financement par la CNAF et la prestation de services, on a délité la quintessence de ce qui faisait le métier. Il y a quelque chose qui est très significatif. J'ai classé il n'y a pas très longtemps mes premières plaquettes donc de la ville de Paris. C'est les mm. années, je ne sais plus combien, mais ça fait très longtemps. Puis j'avais gardé une plaquette de chacune de mes associations. La plaquette de la ville de Paris, nous disions, la médiation familiale est un processus bref dans le temps, de 7 à 12 entretiens. Si vous Mm, dites ça aujourd'hui à un financeur, il dit, vous êtes dingue. mm, Aujourd'hui, la moyenne nationale, au travers des statistiques rendues par la CNAF, elle est à 2,3 entretiens pour un process de mm, médiation. mm, Ce qui veut dire que ce qui s'est retiré, et tu le disais tout à l'heure, il n'y a plus ce travail. Notre travail, c'est un travail en profondeur pour accompagner un changement, une responsabilité des personnes, une autonomie, ce qu'on peut aussi appeler l'empowerment, pour aller autant que faire se peut. Alors les médiateurs familiaux détestent, ouais. et puis c'est de la reprise de communication. Non, la reprise de communication, Oui. c'est le travail de nos copains thérapeutes. Il y avait un vrai travail d'intercompréhension et un processus que j'appelle de conscientisation. C'est ça. Et Mm, la reprise de communication, c'est le levier pour autant que faire se peut, exactement. aller Mm, vers un accord qui va réguler. Eh bien, mm, aujourd'hui, on est sur un modèle très fortement, moi je le vois, qui est un modèle négociateur. On mm, va à l'accord en 2 entretiens. Ben, je ne mm, sais pas comment ils font, moi je ne sais pas faire. mm. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution du métier. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? C'est différent. Alors, cette évolution du métier, c'est-à-dire que la médiation familiale était un peu en pole position à un moment Oui, donné, notamment parce que les associations de la société civile, bah, c'était des associations en lien avec la famille. Et puis, il y a un point de bascule qui s'est opéré avec la reconnaissance du diplôme d'État, qui en fait, au lieu d'être un levier, a été peut-être un carcan. c'est ça. Et en parallèle, il y a eu un déploiement des formations à la médiation. Du coup, il y a plein de professions, de juristes, les avocats, les notaires, les huissiers, un peu tout le monde s'y est mis, les experts comptables, les géomètres experts. Oui, Donc ça, c'est extrêmement positif d'une certaine façon. oui, Ils se sont mis à la médiation, sauf que ces professions juridiques ont une culture de la négociation. D'ailleurs, souvent, ils disent, mais nous, on fait ça tout le temps. Ah oui, bien sûr. Mais c'est une culture anglo-saxonne de la négociation où il s'agit d'arriver à un accord sur le matériel. c'est ça. Or, ce qui fait l'être humain, c'est pas que le matériel. Et c'est en ça que la médiation familiale est différente et qu'elle est Mm, spécifique. C'est que notre travail d'accompagnement de l'humain est un travail qui va être un accompagnement au changement réel. Changer le comportement, rendre les gens responsables des actes qu'ils posent, c'est permettre à l'ensemble de la famille, des membres de la famille, de se positionner différemment dans la société, dans le rapport au travail et dans le rapport à leur vie tout court. Et ça, nous sommes en train de le perdre et il faudrait le remettre. Et peut-être que ce nouveau Conseil national de la médiation, alors moi je regrette que les ambassadeurs de l'AMIAB, on les ait déjà mis en congé,
Ils ont fait un rapport. Ceux qui ne l'ont pas, allez télécharger le rapport, lisez-le. Ils ont fait des propositions. En très peu de temps, ils ont fait beaucoup de travail. Moi, je pensais que ça allait être pérenne. Non, nous avons un nouveau ministre de la Justice. Que va-t-il faire de ce Conseil national? On revit, c'est Hannah Arendt qui disait, la mémoire est-elle soluble? Je n'en sais rien, mais on revit en boucle des choses qu'on a vécues il y a des années avec le Conseil national consultatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Conseil national de la médiation se retrouve dans une situation politique compliquée avec un changement de gouvernement. Le gouvernement qu'il a mis en place n'est plus là. Le nouveau gouvernement, bah, il est bien obligé de garder puisqu'on est nommé sur décret, mais ne sait pas trop de ce qu'il va en faire. Ça ne doit pas être très confortable, leur position, hein. Mm, mm. Voilà. Nous sommes plusieurs à avoir refusé de postuler. Il fallait postuler. Monique Sassier n'a pas voulu. Je regrette que Monique n'y soit pas parce qu'elle aurait beaucoup apporté. Oui, et puis il y a des personnes qui y sont et on ne sait pas d'où elles sortent non plus. Donc il y a des choses qui ne sont pas très très claires. La Elles ont transparence dans la postulé. nomination. Elles ont postulé et elles ont été reçues et leur candidature a été acceptée. Bon, en tout cas, il y a ce Conseil national de la médiation. On ne sait pas s'il aura la même, la même histoire que le Conseil national consultatif de la médiation familiale, mais tu disais quelque chose, donc pour bien distinguer la médiation familiale maintenant de toutes les autres formes de médiation. Et tu parlais tout à l'heure de Jacqueline Moreno, c'est-à-dire qu'en médiation familiale, peut-être plus qu'ailleurs encore, il y aura vraiment cette primeur donnée, cette primauté donnée aux notions de processus. Processus, c'est-à-dire pas simplement il y a des séances qui vont s'échelonner, mais ce processus parce que ça va marquer une évolution dans la manière dont les personnes vont se saisir de la relation à l'autre, de la communication avec l'autre, des propres conflits internes qu'on peut avoir aussi, de sa manière de se penser en tant que parent ou en tant qu'enfant d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des médiations familiales avec enfants, mais ça c'est encore tout un autre débat. On avait Laurent Fillon pour ça. Et aussi, pour reprendre un peu ce que disait Jacques Fagé, à travers cette véritable évolution, il y a potentiellement, et c'est peut-être pour ça que vous aviez été bridé lors du Conseil national consultatif de la médiation familiale, il y a potentiellement bah, comment je vais repenser mon rapport au pouvoir. Bien sûr, quelle est À la travers la responsabilité? famille, il y a aussi des enjeux de pouvoir et que les conflits entre hommes et femmes sont parfois des révélateurs de certaines inégalités sociales et chacun reproduisant plus ou moins son rôle qui de victime, qui de bourreau, parce que qui de dominant, qui de dominé. Et dans la médiation familiale, dans les principes déontologiques qui doivent être affichés dans les services conventionnés. Je le redis, moi, ils ont toujours été affichés. Il est bien écrit et on y a vraiment beaucoup réfléchi. Par exemple, nous avons retiré de la définition officielle la neutralité. Je vois réapparaître partout dans les discours des médiateurs familiaux, y compris dans les associations nationales, la question de la neutralité. Donc d'abord, je me suis dit pourquoi ils parlent de ça? Et puis ensuite, je me suis interrogée, c'est que ça a du sens pour eux, si c'est utilisé comme ça. Nous avons retiré la neutralité après tout un temps d'analyse, où nous nous sommes dit qu'au fond, le médiateur familial avait forcément des valeurs. Et dans la première charte européenne, écrite en 92 sur nos petites machines à écrire, avec Benoît Bastard, nous avions cherché comment écrire cela. Et nous avons écrit, le médiateur familial est conscient des valeurs qu'il véhicule et qu'il projette dans l'espace de médiation. Comme la coparentalité. Ça, c'est pas, bien sûr, ça, c'est pas rien, mais c'était drôlement important. Dans le diplôme d'État, nous n'avons pas eu le droit de l'écrire. Mais le médiateur familial, il a des valeurs, il a des projections. Et nous avons retiré la question de la neutralité pour l'associer à la notion de l'espace. La médiation, elle est spatio-temporelle, on le sait. L'espace de médiation familiale doit être neutre dans le sens où on ne peut pas exercer deux fonctions. Si je suis psy, je ne peux pas être psy et médiateur dans le même local. Si je suis avocat, je ne peux pas être avocat et médiateur dans le même local. C'est ça que nous avons écrit. Mais comme on ne l'a pas expliqué, eh bien forcément, les vieux réflexes reviennent et on repart de neutralité. Et il y a quelque chose qui me semble extrêmement important et qu'on ne dit plus au médiateur, c'est que le médiateur familial, s'il n'a pas de pouvoir sur la décision, et que c'est dur de ne pas avoir de pouvoir sur la décision des personnes, combien de fois on se dit, il n'aurait pas fallu grand-chose pour que, ça c'est ma projection à moi, mais c'est pas la leur. Par contre,
il a la responsabilité de la sécurité et du cadre. Mm. Et il y a des confusions entre le pouvoir que je peux avoir, la manière insidieuse dont je peux apporter des accords ou des propositions d'accords. Être médiateur familial, c'est un métier extrêmement complexe qui, pour moi, se construit sur une des qualités qui est difficile à obtenir, c'est l'humilité. Nous ne savons pas. Et chaque fois que nous mettons la main sur la poignée de la porte de nos bureaux, nous ne savons pas quelle histoire nous allons rencontrer, nous ne savons pas comment va se passer, se dérouler la séance, ni ce qui va être évoqué. La flexibilité, l'humilité doivent être les compétences du médiateur. Et ça, il nous faut des années pour l'acquérir, et peut-être qu'on n'arrive jamais à l'acquérir. Je ne D'où sais pas. peut-être le statut très particulier du diplôme d'État en matière de nombre d'heures, puisqu'il y a plus de 600 heures de formation, donc ça dépasse même les masters qui sont autour de 400 heures. Et cette obligation qui a été faite, et pour moi, ça, c'est vraiment le caractère qualitatif par rapport aux DU ou autres formations plus courtes, c'est qu'il y a l'obligation d'un stage. Oui. Ça n'est pas que du théorique et d'un rapport sous forme de mémoire, travail réflexif pour dire bah, qu'est-ce que j'en retire. Ça, il est construit d'une manière intéressante parce que moi, je suis très attachée au travail de recherche. Les médiateurs familiaux que j'ai formés le savent. Moi, j'ai fait trois promotions de médiateurs. La première, c'était pour la ville de Paris, 92. Ils étaient une trentaine. Et comme il n'y avait pas de diplôme, eh bien, je l'ai accolé à ce qu'on appelle le DEPS, le diplôme des hautes études en pratique sociale. Et malheureusement, ils ont fait 3 ou 4 ans d'études et ils ont eu une maîtrise. Mais ils sont sortis avec un diplôme, mais avec un vrai travail de recherche. Et ensuite, j'ai fait 2 promos à Toulouse et j'ai arrêté parce que j'ai, tous les étudiants que j'ai eus ont eu leur DE. Moi, j'ai accompagné jusqu'au bout. Mais ce que je trouvais insupportable, c'était les voir après ne pas avoir de travail, ne pas avoir d'activité. Bien sûr que le travail en libéral, on n'en a pas parlé, c'est beaucoup développé, mais tant mieux. Nous sommes dans un modèle d'économie libérale et il y a du travail pour les libéraux, pour les associations, il y a du travail pour tout le monde. Travaillons ensemble. Alors peut-être qu'on arrive à la fin. Et on arrive à la fin, et juste par rapport à ça, ça c'est un des paradoxes que je voulais lever avec toi, en tout cas soulever, c'est que on a des médiateurs familiaux qui sont ultra formés et qui sont complètement impréparés, pour reprendre aussi ce que disait Jacques Fagé dans son article dans la revue Tiers, au rapport de force du monde de l'amiable. Oui, c'est vrai. D'une vision un petit peu, alors il a dit irénique et idéalisée du rôle de pacificateur. On leur apprend pas à être des commerciaux, à se vendre, à tenir compte aussi des autres professions qui vont considérer que la médiation, c'est un marché et qu'il s'agit de faire sa place, quitte à rentrer dans les logiques concurrentielles qui sont antinomiques de son esprit. Et pourtant, la concurrence, elle est importante. On dit dans notre jargon, plus il y a de boulangers dans une rue, meilleur est le pain. Aujourd'hui, c'est pas vrai, hein. C'est pas meilleur est le pain. Mais on a complètement mis tous ces éléments de côté. C'est vraiment très dommage. Alors peut-être pour clôturer, si j'avais un regret, et c'est pour ça que je raconte, je l'ai fait pour des étudiants, de raconter leur histoire, elle ne m'appartient pas. Moi, j'ai eu cette immense chance que d'accompagner pendant 35 ans la construction d'un métier. C'est passionnant, cette construction. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et mon regret, c'est que le conflit qui était à l'origine de la création de notre activité ne se soit pas parlé, a été étouffé. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois de ma place, c'est qu'on le reconduit. D'abord, les conflits entre médiateurs familiaux Hum, sont épouvantables. hum, Moi, j'ai vécu des conflits avec des médiateurs familiaux toute ma vie professionnelle. On se demande pourquoi. C'est un non-sens total. C'est à celui qui viendra manger l'autre, détruire l'autre. C'est fratricide au possible. Je ne sais pas quel résultat ça donne, si ce n'est une très mauvaise image de la médiation familiale. Mon deuxième regret, c'est qu'on n'ait pas réussi la pluridisciplinarité. hum. Moi, j'ai adoré cette époque où on pouvait faire rentrer dans la médiation un avocat, un notaire, etc., un psy, où on travaillait ensemble, etc. Et ce conflit entre différentes professions et ce métier, Ces est- querelles de chapelle. et c'est extrêmement nul pour la médiation familiale. On ne va pas la développer de cette manière-là. Hum.
il y a de la place pour chacun, on peut travailler ensemble. Moi, toujours eu un rêve, c'était de travailler dans un cabinet pluriprofessionnel. Il y en a au Québec, c'est vrai. Avec, il y a des collègues avocats qui me l'ont proposé, mais on n'a pas le droit, on n'est pas une profession réglementée. Avec un avocat, un notaire, un psy, un médiateur. Mais qu'est-ce que ça aurait été bien? Mm. Et c'est peut-être pour ça aussi que sur la fin de mon exercice, j'ai créé des groupes d'analyse de pratique que j'anime plus avec avocats et médiateurs, Oui. ensemble. Les premières séances sont pas faciles, mais qu'est-ce que c'est créatif? Oui, ce que tu dis, c'est que vraiment, il s'agit d'être médiateur, pas simplement dans un espace de médiation dévolu à ça, mais au quotidien, ça a modifié sa manière d'être au monde et son rapport aux autres. Et donc, tant qu'à créer des ponts d'altérité entre les personnes en conflit, créons-les déjà avec les autres personnes qui s'occupent de la médiation à leur manière, même peut-être avec d'autres représentations de ce que c'est que la médiation, pour essayer de travailler ensemble. C'est ça. Faisons ensemble, acceptons nos différences, on ne va pas les gommer, c'est une richesse. La, la culture de chacun est une richesse, elle vient se mettre avec l'autre. On ne travaillera pas avec tout le monde. Dans le monde du travail, on n'est pas obligé d'aimer ses collègues et d'être aimé par ses collègues, ça c'est une illusion, mais on peut au moins se respecter et Hmm. voir comment on peut, plus on divise la médiation, et moins elle va exister. Aujourd'hui, nous, c'est au mois de mai que nous avons eu l'idée de faire les 20 ans du diplôme d'État le 21 novembre et de faire cette ouverture. Et puis, depuis, je vois, il en arrive plein, plein, plein. Il y a plein de conférences là-dessus. Je me dis, bon, bah, tout le monde en parle, tant mieux, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer? Moi, j'attends beaucoup de ce Conseil national de la médiation. J'attends qu'il amène une culture de la paix, qu'il Hmm. réconcilie les professionnels entre eux, je veux y croire, et qu'il Oui. amène autre chose dans la manière de penser la médiation. Alors maintenant, comme il n'est pas, lui, ce qui va vraiment le distinguer, c'est qu'il est aussi pas issu de la société civile, hein. Non, Il est porté par des institutions qui ont peut-être pas la même philosophie humaniste que celle que tu peux prôner. Alors, est-ce qu'il y aura une réforme du diplôme d'État? On ne sait pas, parce que pour l'instant, c'est assez confidentiel ce qui se passe au niveau du Conseil national de la médiation. Le président du CEMA en fait partie, mais il m'a dit, je peux rien te dire. non, non, On ils ne vont rien leur doit dire. rien. Rien Voilà. leur dire. On ne doit rien dire. Il faut attendre que la primeur soit donnée aux instances officielles. Très bien. Est-ce qu'il y aura une protection du titre de médiateur, sachant qu'il y a des professions qui ont des ordres qui refusent catégoriquement, tu l'as dit déjà il y a 20 ans qu'ils refusaient que les médiateurs soient reconnus comme une profession à part entière. Alors il y a un métier qui a été reconnu, hein, c'est celui de médiateur social. Oui, oui, Parce qu'apparemment, ça ne fait pas de concurrence, peut-être. non, c'est Voilà, très donc là, il y a des différent. financements assez conséquents, il y a une reconnaissance qui est opérée. Bon, on verra ce que ça donnera. Et moi, ce que j'entends, c'est que à travers cette histoire, et j'ai pas précisé, mais on est la semaine de la médiation, pas de la médiation familiale, mais de la médiation, eh bien, on ne peut pas vraiment, dans ce que tu dis, considérer que la médiation familiale qui a émergé à un moment donné puisse, on le voit, continuer seule, d'autant plus qu'on n'en a pas parlé, mais dorénavant, en matière judiciaire, les médiateurs familiaux sont interdits de recevoir des dossiers lorsqu'il y a simplement des violences alléguées. Ce Oui, qui est quand même sacrément paradoxal, puisque, a priori, s'il y a des violences, on peut penser que la médiation pourrait être utile. Donc, dorénavant, il y a cette émergence de la justice restaurative qui, elle, oui. peut se saisir de ces violences. Et c'est comme si on castrait, on châtrait la médiation familiale en lui interdisant un exercice par rapport à ce qui faisait le cœur aussi de son métier, c'est-à-dire l'accueil du chaos, de la crise et de la violence. D'autant que les médiateurs familiaux ont maintenant des outils à disposition lorsqu'ils présupposent qu'il peut y avoir un rapport effectivement de violence. Les gens sont reçus séparément, sont reçus à distance. On a des outils pour Oui, le on peut faire. faire une médiation navette, il y a Et plein de ils ont la possibilités. capacité à évaluer si oui ou non il y a une possibilité de médiation ou pas. Et Mm. non seulement tu parles de la justice restaurative, mais il y a aussi toutes les nouvelles formes. La médiation familiale, j'espère vraiment qu'elle va avoir, enfin moi j'y crois vraiment et j'espère qu'elle va avoir une nouvelle vie, comme dit Jacques Fagé, mais il y a d'autres formes d'intervention qui sont en train d'arriver. Il y a le coaching coparental. C'est pas coaché comme à la télé, hein, où on dit ce qu'il faut faire. C'est une forme d'intervention qui est
au-delà de la médiation, quand elle ne fonctionne pas, etc., au Québec, elle est reconnue outre-Atlantique aussi. Elle est en train de se mettre en place. On tente de créer un réseau international du coaching coparental pour travailler avec tous les professionnels. Et d'autre part, il y a la coordination parentale qui est une forme peut-être plus coercitive, en tout cas au Canada, et comme Dominique Dabaté nous l'a enseigné, plus coercitive et qui rentre aujourd'hui, puisque des magistrats rendent des décisions. Il y a une avocate qui m'a appelé il n'y a pas longtemps en disant, je ne comprends pas, il y a une mesure de coordination parentale, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, je sais ce que Mm. c'est. On peut mettre en réseau. Ça veut dire que si on dévitalise la mission de la médiation familiale, d'autres formes Oui. d'accompagnement familiaux vont apparaître et il faut savoir quel rôle vont jouer les médiateurs familiaux. Est-ce qu'ils vont rentrer dans ces nouvelles formes? Est-ce qu'ils vont redéfinir les contours de leur métier pour qu'ils soient plus sécures? Est-ce qu'ils vont ouvrir à d'autres professionnels? Tout est en question, tout est en travail, mais je pense que l'avenir de la médiation familiale ne s'arrêtera pas. Dès Il est lors qu'elle saura changer de visage et se renouveler, quitte à se dissoudre pour se réincarner dans d'autres formes. Mais bien sûr qu'il faut changer le diplôme d'État. Il a 20 ans. Il faut le repenser, il faut le retravailler, il faut l'ouvrir. Euh, c'est pas non plus facile ce diplôme d'État, 600 heures, comme tu disais. Moi, les deux qui ne sont pas allés au bout de la formation sont deux libéraux, un psycho, un avocat. Comment tu veux qu'ils viennent du lundi au samedi en cours et qu'ils ferment leur cabinet? Ben, ils font faillite. Voilà, ça aussi, c'est une réalité. Mm. L'adaptation pour permettre, si on veut une pluridisciplinarité, il faut aussi que nous ayons la flexibilité de développer ces formations avec tous ces enjeux-là. Mais j'y Mm. crois et je suis persuadée qu'elle va continuer. Enfin, je ne peux même pas imaginer qu'elle s'arrête. Mm. Donc, il y a Marianne qui dit développons la médiation familiale préventive du haut conflit. Ça donnera peut-être lieu à un autre webinaire. Marianne, si ça te dit, on refera un webinaire avec toi. En tous les cas, merci. Il est déjà 8 heures passées, donc on va conclure. Merci beaucoup, beaucoup, Jocelyne, Merci à d'avoir toi, Fatima. accepté d'être présente avec nous pour ce webinaire dans la semaine de la médiation familiale, de la médiation. Quel lapsus, quel lapsus. Et d'avoir accepté de revenir sur des choses que beaucoup de personnes, à mon avis, ignorent, sauf peut-être quelques initiés, mais je dirais la majeure partie d'entre nous, et d'avoir accepté aussi de dire franchement quelles sont les difficultés que la médiation familiale a pu avoir, notamment en matière de conflits internes. Mm. Et ça, on revient sur l'idée, il s'agit de sortir de la vision irénique, comme quoi les médiateurs familiaux seraient des anges. Non, plus on assumera peut-être notre potentiel conflit interne et pas simplement externe, plus peut-être on sera en capacité d'être réellement médiateur. En tout cas, moi, j'ai pas d'aile et je n'en veux pas, hein. Un Donc très c'est, grand merci au SEMA, à toi Catherine, à Hélène qui est derrière la caméra et à toute SEMA pour cet accueil. Et puis merci à toutes ces personnes, je vois passer des messages, non, oui. toutes ces personnes qui ont été là Paul de ce soir. Marais que j'avais vu au Luxembourg, oui. Ouais, Et euh, tous les autres. oui, Saïda que tu connais, bien sûr. On ne oui. peut pas Bon, commencer à citer, sinon il faudrait citer tout le monde. Donc, je vous remercie tous. Je peux pas tous vous citer, mais d'avoir été là, de partager et, euh, et penser lorsque vous rencontrez de jeunes médiateurs à leur transmettre leur histoire. Donc le 21 novembre, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, puisque IFOMEN nous a prêté une salle de 90 places. Nous sommes déjà à 65, 68. Et donc les à autres, l'Institut catholique de Paris, hein, en plein cœur de Paris. voilà. Et les autres seront derrière un écran. Il y aura un, un système de webinaire. C'est moins confortable, mais ça existera. Est-ce qu'on va enregistrer? J'ai pas Oui, demandé les autorisations de captation, donc il faut que je le fasse. ce serait Voilà, bien. il va y avoir un replay et vous aurez les documents. Ne lâchez pas ce métier, il est extraordinaire. Il nous apporte tellement, il nous aide. Il est, je crois qu'il a beaucoup plus d'avantages que de difficultés. C'est la vie, mais c'est un fabuleux métier et ne le lâchez pas et ouvrez vos portes, ouvrez-vous à tous les professionnels. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Jocelyne, et très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne semaine. Ciao. Au revoir.